Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour cette conférence au CITEM. Alors, on va parler aujourd'hui de développer ses ressources propres avec un panel de trois directrices adjointes de différents lieux culturels. Je les laisserai se présenter. Donc Félicie, Nathalie et Cécilie, ça pourrait être une fratrie presque. En tout cas, voilà, et moi donc, pour animer ce débat, donc, je présente rapidement. Donc, je suis Adrien Joly de Licorne Culture et pendant très longtemps, j'ai travaillé dans les musées en tant que directeur du développement des ressources propres. Alors, c'est vrai que avant de passer, de faire parler nos invités, il est vrai que les ressources propres aujourd'hui ont pris une importance énorme ces derniers temps. Évidemment, enfin, je vais sortir quelques poncifs, mais la réduction des subventions publiques qui s'est fait progressive mais qui semble s'accélérer, donc pousse de plus en plus les établissements, les organisations culturelles à développer leurs propres ressources. Et là-dessus, on voit un champ de possibilités également amené grâce souvent aussi à de nouvelles technologies qui peuvent simplifier, avec aussi beaucoup de difficultés. Des plafonds d'emploi qui limitent le nombre de personnes qu'on peut avoir dans la gestion, des règles de fonctionnement qui ne facilitent pas toujours l'agilité qu'il faudrait pour développer les ressources propres dans des organisations. Donc en fait, c'est vrai que on entend beaucoup parler parfois de pistes qui sembleraient être des Eldorado pour développer, d'un coup, de devenir très riche. On pense évidemment à l'exploitation du domaine, l'exploitation des marques, le mécénat. Et on voit en fait que ces domaines sont de plus en plus également sous pression. Aujourd'hui, tout le monde se lance dans le mécénat. Donc, bien que de plus en plus d'entreprises font du mécénat, elles sont de plus en plus sollicitées. J'ai échangé récemment avec un directeur de la communication d'un groupe. Il me disait qu'il recevait entre 30 et 40 demandes sur son bureau par jour. Évidemment, il y a la culture, mais il y a encore des sujets qui sont presque plus essentiel, enfin, sans vouloir faire de débat, mais on ne va pas revenir là-dessus, que la culture, dans le sens où, quand entre un dossier d'un musée ou d'un festival de danse, il va y avoir d'aider des réfugiés ou d'aider des grands malades ou d'aider des causes de santé, des causes humanitaires. Donc vraiment, ça devient aussi très saturé, très compliqué. Donc malgré tout, avec tout ça, on voit des nouveaux modèles qui émergent, des nouvelles idées. Et c'est un petit peu ce pourquoi on a fait ce temps aujourd'hui, cette heure consacrée, pour partager quelques bonnes idées, quelques bonnes pratiques. Donc on va faire un petit tour d'horizon avec Félicie, Nathalie et Cécilie, qui pourront du coup nous présenter déjà leur rôle, leur parcours, peut-être rapidement, et puis comment se répartissent dans les grandes lignes les ressources propres au sein de leur organisation, et puis nous présenter quelque chose qu'elles aimeraient partager, qui semble qui fonctionne, qui marche et qui est un petit peu différent de ce qu'on voit en général ailleurs. Alors, je vais commencer, puis après, évidemment, on aura un peu de temps consacré aux questions, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, au moins un quart d'heure pour des échanges, profiter de la présence de ces trois expertes dans leur domaine pour échanger un petit peu. Alors, je vais commencer peut-être par Félicie Boucher. Merci d'être là. Bonjour. Et donc, je vous laisse peut-être vous présenter un petit peu comment se passe du musée Fabre, du coup, de Montpellier, donc un musée en région qui fonctionne très bien. Mais voilà, je vous laisse la parole. Moi, je suis administratrice générale, directrice adjointe du musée Fabre de Montpellier depuis 2019. Précédemment, j'ai travaillé notamment à Paris Musée, au Palais de Tokyo, plus dans la prod d'exposition. On est du coup un établissement qui est en régie directe de la métropole de Montpellier, donc un établissement territorial qui a été largement rénové et transformé en 2007 et qui a rouvert ses portes au public en 2007 tel que vous le connaissez peut-être actuellement.
Le musée a réouvert en 2007 et dès 2008 a été créée au musée Fabre une fondation d'entreprise qui est donc pas récente, mais qui reste quand même assez singulière à mon sens dans le paysage muséal, puisque c'est une fondation qui n'est pas liée à une seule entreprise, mais qui regroupe des entreprises et qui a été, on va dire, créée sous l'impulsion, la dynamique à la fois du politique, Georges Frêche à l'époque, et du directeur du musée Fabre, Michel Hilaire. Donc cette fondation d'entreprise possède un statut juridique propre. Le principe, c'est qu'elle regroupe des entrepreneurs du territoire, donc principalement des petites et moyennes entreprises issues, on va dire, du réseau économique local, donc des entreprises du BTP, du secteur médical, beaucoup. Ces entreprises qui deviennent membres de la fondation d'entreprise s'engagent à chaque fois à fournir 10 000 euros par an pendant 3 ans. Donc c'est un engagement triennal. Donc les statuts de la fondation d'entreprise sont donc remis en question tous les 3 ans, et tous les 3 ans on doit repartir à la recherche de nouveaux membres et essayer de maintenir ceux déjà en place. La fondation d'entreprise, qui existe depuis maintenant presque 20 ans, les fonds en fait, qui sont générés par cette fondation permettent principalement d'alimenter des projets d'acquisition, puisque le musée Fabre est connu et réputé pour on va dire, une politique d'enrichissement de ses collections très dynamique. C'est depuis 2028 116 œuvres qui sont rentrées par l'entremise de la Fondation pour l'équivalent de 4,7 millions d'euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fondation, elle fonctionne un peu comme un club d'entreprise, si vous voulez. Les gens rentrent principalement par cooptation, même s'il nous arrive au moment des renouvellements de lancer des appels, de faire des soirées portes ouvertes pour représenter le dispositif et le fonctionnement de ce club. Et ensuite, ça donne le droit aux membres de la Fondation de participer à 3 ou 4 rendez-vous annuels. Donc là, en fait, c'est piloté, quelque part, ça vous décharge aussi d'un rôle d'administration ou de prospection également, puisque c'est une fondation dont l'objet cherche à, évidemment, qui a pour objet de financer les acquisitions du musée, mais qui est indépendante. Oui, c'est ça. En fait, il y a un conseil d'administration avec un bureau qui, du coup, se réunit plusieurs fois par an et qui gère toute la logistique propre à la fondation, notamment les cautions bancaires pour les engagements triennaux, l'animation du réseau, etc. Donc nous, on est vraiment plus lieu d'accueil pour les temps, on va dire, qualitatifs, informels, de présentation des expos, des vernissages. Donc c'est vrai que c'est vraiment très apprécié par les membres de la fondation de faire partie d'un cercle, on va dire, assez fermé, et où ils peuvent aussi discuter business, finance, des choses qui ne concernent pas directement le musée. Et là, par contre, sur les projets d'acquisition, vous leur présentez différents projets d'acquisition, ou alors est-ce que ça ne fait pas contre-pouvoir, entre guillemets Alors, on a la chance de travailler, on va dire, en toute confiance et en bonne intelligence. Donc, on leur soumet les projets d'acquisition. Ils ne sont pas obligés de les accepter. Néanmoins, comme c'est un vrai travail de confiance qui s'inscrit dans le temps, il n'arrive pas qu'ils refusent nos projets. Et depuis 2008, vous dites. Voilà. Donc, ça a fait ses preuves, le bilan, et là, ça fait bientôt 15 ans. En fait, ça permet, si vous voulez, d'avoir un socle de budget de mécénat qui est, on va dire, fixe d'année en année, tous les 3 ans. Ça permet à ces entrepreneurs d'associer leur image à celle du musée. Et puis aussi profiter des contreparties qu'offre la loi mécénat, notamment en termes de privatisation des espaces du musée, billetterie, goodies, ouvrages, etc. Est-ce que ça vous ramène aussi d'autres entreprises qui, du coup, vont financer directement d'autres projets au sein du musée parce qu'ils développent une forme d'attachement
Alors, en général, les membres de la fondation ne sont pas mécènes par ailleurs, mais on a aussi des mécènes entrepreneurs qui vont financer des opérations plus ponctuelles avec parfois des mécénats souvent plus importants et qui ne souhaitent pas, entre guillemets, diluer leur image et leur nom au sein d'un groupe, qui préfèrent avoir davantage de visibilité et venir plus ponctuellement sur des opérations spécifiques. Voilà, ça fait partie on va dire des limites et des désavantages de la fondation. Donc, il faut pouvoir multiplier en fait les leviers de mécénat. La fondation en est un. Les opérations ponctuelles auprès d'entrepreneurs en est un autre. Et on réfléchit aussi à développer d'autres biais, notamment un fonds de dotation, notamment pour pouvoir recevoir les libéralités de privé, chose que la fondation ne nous permet pas actuellement. C'est-à-dire, oui, notamment les legs, j'imagine. Les legs, les donations, oui. Là, c'est un projet qui est en cours, quoi. Oui, voilà, on en est au tout début et on se renseigne, mais c'est aussi à la faveur d'opportunités qui se font jour que du coup on est amené à se poser ces questions-là. Et aussi parce qu'on souhaite pouvoir, on va dire, multiplier les mécénats aussi sur d'autres volets de l'activité du musée, notamment les actions du service des publics, les projets de restauration, et puis là, le projet d'extension qui nous occupe pas mal actuellement. Et donc là où il faudrait lever une somme particulièrement importante pour une sorte de campagne majeure à mener. On pourrait imaginer, oui. Merci beaucoup. Alors ça, c'est intéressant parce que là, souvent, la problématique du mécénat, bien souvent, c'est aussi que ça coûte cher à mener, en fait. Il y a beaucoup d'établissements ou parfois qui réalisent pas qu'en fait, quand on veut développer le mécénat, il faut commencer par dépenser. C'est-à-dire qu'il faut des gens pour le gérer, il faut des gens pour gérer les contreparties. Et en général, on est tous limités par le nombre de postes. Donc là, d'avoir finalement un groupe d'entreprises qui se sont organisées entre eux, qui ont créé cette fondation et qui vont eux-mêmes, grâce à leur carnet d'adresses, ramener d'autres de leurs homologues, enfin de leurs comparses. C'est une super idée. Et je crois, alors je me trompe peut-être, mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça, en tout cas dans des musées. Alors, moi non plus, je ne connais pas d'autres modèles, mis à part le MOCO, donc Centre d'art contemporain de Montpellier, qui a du coup reproduit le dispositif du musée Fabre, puisqu'il le connaissait bien. Et s'il y a une autre personne dans la salle qui a fait la même chose, qu'elle se lève. Bon, non, manifestement, personne. Voilà. Merci beaucoup, Félicie. Avec plaisir. Nathalie, je vous laisse la parole. Bonjour, donc moi, je suis Nathalie Blanc-Guelpa, donc je travaille pour le Grand Palais RMN, un établissement public qui intervient pour diffuser l'art et la culture auprès des différents publics au Grand Palais et dans les autres lieux dans lesquels on peut intervenir, puisqu'on travaille beaucoup en partenariat avec les institutions culturelles. Nous n'avons pas de collection, nous ne sommes pas un musée, mais nous développons une palette d'activités dans la diffusion de l'art. Peut-être pour démarrer, signaler que nous avons un taux de ressources ressources propres particulièrement élevé. On est sur plus de 80% de taux de ressources propres et avec un montant de ressources propres qui évolue. Alors là, voilà, on a eu la réouverture du Grand Palais, je vais y revenir juste après. Donc forcément, on a une activité qui est en croissance sur ces sujets-là. Mais en tout cas, voilà, on a un enjeu de ressources propres importante. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, voilà, dans un contexte de réduction du soutien de l'État et des subventions, donc de toute manière, un modèle qu'il faut encourager. Et ça se découpe comment, du coup, à peu près dans les grandes lignes? Donc ça va être l'occasion de vous donner un peu les grandes activités du Grand Palais RMN. Je dirais qu'on a 4 sources principales de revenus. La première, c'est tout ce qui va être location d'événements et privatisation qu'on peut réaliser essentiellement au Grand Palais. Le deuxième volet, c'est la billetterie des expositions. Troisième volet important pour nous, c'est tout ce qui va être produit culturel. Nous avons une maison d'édition, donc nous éditons à peu près 90 nouveautés par an, donc que nous diffusons dans le réseau de librairies boutiques et puis via notre diffuseur Flammarion. Et puis l'ensemble des produits culturels que nous diffusons dans les librairies boutiques. Nous sommes présents dans 37
boutique de musée, et là aussi avec tout ce volant d'activités de ressources propres qui dans ce cadre-là ont aussi un effet rebond pour l'ensemble des musées qui sont nos partenaires, puisque dans ce modèle concessif, on reverse une redevance à chacun des musées. Donc plus on développe notre chiffre d'affaires et plus tout le monde est content. Puis le dernier volet, c'est le mécénat, bien sûr, j'y reviendrai aussi après. Je voulais commencer par évoquer en fait le positionnement du Grand Palais et le travail qu'on a mené depuis sa réouverture, parce que je pense que c'est aussi vraiment un effet d'entraînement important pour développer nos ressources. Le Grand Palais a été fermé pour travaux entre 2020 et 2024. Il a rouvert en 2024 pour les Jeux Olympiques. Et là, ça a été, je dois dire, un effet d'exposition médiatique extrêmement puissant et extrêmement fort. Vous avez peut-être à l'esprit les images des escrimeurs qui descendent les escaliers pour les compétitions. Donc ça a été à la fois un temps d'image, un temps institutionnel très fort, et qui en fait a fait bouger l'image à la fois du monument et de l'institution. Nous sommes une institution qui fête ses 130 ans cette année. Le Grand Palais, lui, il a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Donc voilà, on n'est pas tout jeune. Mais en tout cas, on a vraiment senti à ce moment-là une modification, un changement en fait dans la perception de ce lieu et de l'institution. Donc on a profité de cet effet-là parce qu'on l'avait vraiment bien mesuré. Et nous avons lancé à l'hiver 2024 une campagne de communication pour la première réouverture du Grand Palais, où là, on a voulu faire bouger un peu les lignes sur ce qu'était ce Grand Palais, autour d'une image de fête, un Grand Palais où tout se fête, et une programmation de fin d'année sur ces thématiques-là, avec l'accueil d'une artiste japonaise, Chiharu Ota, le Grand Palais des Glaces, et une exposition autour de Dolce & Gabbana. Et puis, on a eu un troisième temps pour installer cette communication. C'est au moment du lancement à la fois de l'ouverture plus large de l'ensemble des zones d'exposition et de l'annonce du Grand Palais d'été, qui est un moment pendant l'été de spectacle et d'exposition. Et je pense que vraiment, donc à la fois on est très heureux de cette programmation qui nous a permis de conquérir de nouveaux publics et d'avoir une fréquentation importante et de voir le public revenir au Grand Palais, avec plus de 3,5 millions de visiteurs l'année dernière, à la fois donc pour toute cette programmation, les spectacles vivants et l'ensemble des événements qu'on accueille. Donc un effet effectivement ressources propres sur la billetterie, et puis un effet sur nos locations d'espace, puisque effectivement on a eu à la fois des clients fidèles qui sont revenus, qui ne nous avaient pas oubliés, qui sont revenus, toutes les foires, les salons, les défilés de mode, mais finalement on accueille aussi de nouveaux clients, de nouveaux formats qui ont testé, qui vont revenir. Vous connaissez peut-être IROX, qui est un événement sportif de CrossFit. Les billets l'année dernière pour la première édition se sont vendus en quelques jours et ils reviennent cette année. Et ça, la dimension sportive avant dans les locations, c'était pas plus rare ? On l'avait déjà un petit peu, parce qu'on fait d'autres événements. Il y avait eu du kickboxing, il y a le saut Hermès qui avait lieu la semaine dernière. Voilà. Mais on voit qu'il y a des nouveaux événements qui sont aussi attirés par ce lieu. Et puis, on accueille aussi dans un autre genre des sommets internationaux, parce qu'on accueille notamment le sommet de la francophonie. Donc ça, je dirais, c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, dans nos ressources propres, tout ce qui va être lié aux produits culturels. Là aussi, on essaye de jouer sur l'image du Grand Palais. Et donc, à l'occasion de la réouverture, nous avons développé des lignes de produits vraiment emblématiques du lieu, qui reprennent la structure l'image du bâtiment, du monument, pour là aussi donner à voir ce bâtiment au travers là aussi de produits que vous vendez au Grand Palais, mais ailleurs aussi, qu'on vend au Grand Palais, mais qu'on peut vendre ailleurs, exactement. Voilà. Et toujours dans le développement de produits culturels. Alors le développement de partenariats, on le fait déjà depuis longtemps avec les musées partenaires. On développe des lignes. On a développé une collaboration avec Inouï Édition pour des foulards et des étoiles pour le musée du Louvre. Nous avons un partenariat avec Papier Tigre, par exemple, au musée d'Orsay. Et donc là, on a décidé de faire aussi la même chose pour nous, finalement, et en développant des collaborations pour justement faire rayonner la marque du Grand Palais. Donc nous avons lancé une collection il n'y a pas très longtemps avec la marque Saint-James. Et là, il y avait un vrai intérêt aussi à raconter une histoire entre deux institutions assez anciennes qui, toutes les deux, travaillent autour de l'enjeu de la collection, de la confection française. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est une institution ancienne, mais la marque, on a l'impression qu'elle a pris du galon très récemment. Voilà. Donc,
elle est présente dans ce partenariat, cette collaboration avec Saint-James. On a également développé une ligne il n'y a pas très longtemps avec l'Invauge, là aussi, à chaque fois en essayant de trouver une association avec des maisons qui incarnent une excellence à la française et puis qui incarnent l'ensemble des différents métiers qui sont importants pour nous. Dans les deux cas, là, on est quand même plutôt sur un enjeu d'image très fort, qui sont aussi importants à véhiculer pour faire rayonner l'ensemble de nos savoir-faire et de nos métiers, aussi bien en France qu'à l'international. Et puis le troisième volet que je voulais évoquer avec vous, c'était le mécénat. Il est évidemment présent depuis longtemps dans notre modèle économique, au départ, pour porter et boucler des financements de projets d'exposition, et donc qui a pris une importance toute particulière pour nous avec la réouverture du Grand Palais et pour pouvoir porter l'ensemble de notre programmation. On a à la fois de la recherche de mécénat qui est orientée vers la programmation, de la recherche de mécénat qui est orientée vers l'éducation artistique et culturelle. On a aussi un club entreprise, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, pour des clients qui sont intéressés pour un billet d'entrée un peu moins élevé et pour des offres mutualisées qui sont toujours intéressantes. On avait évidemment du mécénat d'investissement sur une période de travaux. Ce qu'on constate depuis quelque temps, c'est que les mécènes aujourd'hui ne veulent plus seulement être là pour faire un chèque pour une exposition. En fait, ils veulent que tout ça s'inscrive dans une logique et du sens pour eux. Et ils attendent là aussi qu'on puisse leur apporter des réponses. Ils vont nous demander un positionnement sur une offre de médiation. Ils vont insister sur des enjeux RSE. On sent qu'à chaque fois, en fait, le projet doit avoir du sens pour eux et doit s'inscrire dans leur raison d'être. Ça, c'est un point très intéressant parce que moi qui fais du mécénat et qui commençait il y a assez longtemps, je me souviens qu'il y a une époque qui était assez facile où en effet on présentait le projet, voilà, paf, donnez-moi le chèque, merci, au revoir. Enfin, je caricature, mais c'est à peine ça. Et c'est vrai que ça s'est développé complètement différemment depuis une dizaine d'années, mais de plus en plus fort. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est une chose formidable, c'est intéressant parce que les partenariats sont vraiment de plus en plus intéressants à mener, mais en même temps, ils sont de plus en plus chronophages aussi. Et ça, c'est aussi une difficulté, c'est que mener une politique de mécénat demande de plus en plus de monde et coûte de plus en plus cher aussi. Alors nous, ce qu'on a développé depuis l'année dernière, c'est effectivement, on a créé un fonds de dotation qui nous a permis en fait de nous doter d'un nouvel outil, à la fois pour lever des fonds de manière plus importante aussi, pour soutenir toute notre programmation artistique et culturelle, mais aussi pour permettre aux mécènes en fait de s'inscrire dans la durée et dans une logique de partenaire. C'est vraiment quelque chose qui est important. C'est-à-dire que vous leur faites vous proposez des engagements pluriannuels, un petit peu comme Félicie. On est sur des engagements pluriannuels et on est sur des mécènes qui vont s'investir non pas uniquement pour porter une exposition, un programme, mais une programmation à plus long terme et vraiment développer un partenariat avec l'établissement. Et du coup, le fonds de dotation, vous le présentez avec il a une orientation particulière. Il se concentre sur certains types de financement. Alors, il se concentre vraiment sur la programmation artistique et culturelle, et il est quand même sur des grands mécènes, on va dire, avec des tickets d'entrée qui seront plus importants et qui s'inscrivent dans la durée. C'est quelque chose que le mécène recherche, qu'il apprécie. On a créé pour ces grands mécènes un club des mécènes, qui sont là aussi des moments d'échange avec l'institution, pour leur présenter de manière plus détaillée une programmation, les accompagner, les faire participer au lancement de la programmation aussi, et voilà, qu'ils soient présents aussi au travers de ces éléments-là. Ça nous amène aussi à réfléchir à des contreparties un peu différentes pour ces mécènes-là, et de quelle manière on les met en avant dans notre dispositif. Et puis pour nous, c'est effectivement un élément de réassurance important pour avoir une projection à moyen terme, en fait, des moyens qui sont disponibles pour soutenir notre programmation. Donc le fonds de dotation, c'est une forme de cercle. J'imagine que vous dites que c'est des montants un peu plus importants, donc c'est quelque part assez prestigieux de rentrer dans ce fonds de dotation. Voilà, c'est à la fois, c'est surtout effectivement une histoire de montant, une histoire d'engagement sur la durée. C'est vraiment les deux qui portent ces conditions-là. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Et donc, on va pouvoir passer à Cécilie. Donc, Cécilie,
qui a beaucoup développé tout ce qui est, on parlait de marque, d'exploitation de marque. Donc Chambord, au château de Chambord depuis pas mal d'années. Donc je te laisse la parole. Merci beaucoup. Oui, donc effectivement, je suis à Chambord depuis quelques années, une douzaine d'années maintenant, et je suis arrivée au départ pour m'occuper de l'image et de la communication, et on a créé une direction générale déléguée au développement il y a 1 an et demi. Je vous dis ça parce que c'est assez rare dans le paysage culturel d'imaginer qu'on a une direction qui est dédiée à la levée vraiment à la quête de recettes et au développement du chiffre d'affaires de l'établissement public. Alors, c'est assez particulier à Chambord puisqu'on est un établissement public, industriel et commercial. Donc, on est un EPIC qui a donc une vocation à développer des recettes. Donc, ce statut nous permet d'avoir une certaine liberté un peu plus importante que d'autres statuts qui auraient d'autres contraintes. Cela étant dit, à Chambord, on a un taux d'autofinancement qui est de 105% depuis 3 ans. Donc en fait, Chambord est rentable si on regarde les dépenses de fonctionnement et les recettes qui sont en face. Ça veut dire qu'on finance l'intégralité de nos dépenses, de nos charges annuelles, salaires de nos agents compris. Ce qui est très important. Donc il y a une subvention de fonctionnement qui est quasiment inexistante aujourd'hui, enfin en tout cas qui a énormément baissé dans les dernières années. Et on attend du soutien de l'État, de l'investissement, c'est-à-dire pour financer des grandes campagnes de restauration et de travaux du monument historique dont on a la charge. C'est juste un point intéressant parce que quand on présente plutôt des grands établissements, en général, on a des établissements plus petits qui nous disent oui, mais nous, c'est plus compliqué de développer les ressources propres. Et c'est sûr, tout le monde on n'est pas tous égaux. Mais le fait que les grands établissements soient quasiment autonomes financièrement permet de dégager de la subvention pour d'autres qui n'ont pas cette possibilité-là. Donc, par vase communicant, c'est une très bonne chose. Oui, sachant qu'il y a évidemment des éléments dans le paysage culturel qui sont structurellement, qui ne peuvent pas être rentables structurellement. On parle d'expositions, de certains festivals de musique, de danse, etc. Enfin, donc il est évident que quand on accueille 2 millions de visiteurs sur un site aussi mondialement connu que Chambord, on peut se dire qu'on peut essayer de gagner des points de rentabilité. Et là, pour le coup, je crois que c'est possible, quelle que soit la taille de la structure dans laquelle vous pouvez exercer, ne serait-ce que d'écrire ce qu'on a fait cette année pour la première fois, un plan de développement, c'est-à-dire un plan stratégique pour les 5 prochaines années, centré sur le développement des recettes. Et il se trouve qu'on l'a écrit avec Sophie Bouche, ma collègue qui est devant moi, qui est avocate et qui est passée par HEC aussi. Moi, j'ai une formation en philosophie, donc mon débat de philosophie ne suffisait pas. Donc il fallait quand même que je sois bien accompagnée à ce niveau-là. Et donc ce plan de développement, le ministère de la Culture nous a vraiment a salué ce plan. C'est le premier plan de développement économique qui a été adopté à l'unanimité par un conseil d'administration. On s'est fait aider par des chefs d'entreprise qui sont dans nos mécènes, à qui on a demandé « Est-ce que vous êtes d'accord pour nous accompagner sur 1 an ? On va vous faire travailler sur les points, les tableaux, les chiffres, en fait, pour essayer de trouver des exemples et des bonnes pratiques dans l'expérience de nos mécènes qui connaissent extrêmement bien Chambord, mais à qui on n'avait jamais partagé nos problématiques internes. Il se trouve qu'ils ont été très enthousiastes et qui nous ont consacré quelques heures, mais quand on a des présidents de grandes banques qui viennent passer une journée avec vous et qui vous aident à analyser les chiffres, autant vous dire que ça vous fait progresser très très rapidement. Donc quelle que soit la taille de la structure, je crois que l'exercice d'écrire un plan stratégique qu'on appelle un plan d'affaires ou un business plan en bon français, qui vous dit pour les 5 prochaines années sur quoi je vais pouvoir travailler. Je trouve ça très, très intéressant et structurant. Et la deuxième chose qui est importante à Chambord, c'est qu'on travaille beaucoup en faisant les choses nous-mêmes et notamment en prenant en régie directe la gestion de choses qui habituellement sont laissées à des partenaires. Effectivement, il y a beaucoup de structures qui s'appuient sur le talent et l'expertise du Grand Palais de la RMN pour les boutiques. À Chambord, c'est historique, ça fait des années. La boutique est gérée par l'établissement public en direct. Sur 30 millions de recettes, c'est quand même 4 millions de recettes, la boutique. Ça veut dire qu'on a des équipes qui vont choisir les produits, qui vont les mettre dans les étagères, qui font des formations en merchandising, voilà. Donc on a internalisé la compétence en boutique. On l'a fait aussi en restauration. On gère 2 restaurants en direct, quasiment 2 millions d'euros de recettes aussi. Et on a également des concessions pour les restaurants et l'hôtellerie, puisqu'il y a quand même un moment où il faut savoir, et ça c'est un exercice que je trouve intéressant aussi, c'est se poser la question de jusqu'à quel moment ça je peux le gérer directement et jusqu'à quel moment je m'appuie sur des partenaires. On a aussi eu
des expériences malheureuses. On essaye, on apprend de nos échecs. Par exemple, on a voulu gérer en direct toute la politique de licence de marque et les boutiques en ligne, etc. Il se trouve que c'est extrêmement complexe, très chronophage, et que le revenu dégagé n'est pas à la hauteur de l'investissement humain. Pour vous donner un ordre d'idée, le mécénat à Chambord, c'est à peu près 3,5 millions d'euros par an, quand les revenus de la marque, c'est 300 000 euros. Assez vite, on s'est dit, on va plutôt internaliser, garder le mécénat et externaliser la marque. Et ça, c'est un ratio qu'on retrouve quand même à peu près partout. Il y a souvent un petit peu des... Oui, on se dit la marque, ça va être formidable, je vais faire des parapluies et je vais refaire les tours avec. Il faut quand même être prudent sur le sujet de gestion de marque, même si c'est quand même mon dada, parce que je trouve qu'il faut protéger le patrimoine immatériel. Donc ne serait-ce que d'avoir une politique de protection de son image et de son nom, c'est fondamental. Mais sans croire que ça va être la poule aux œufs d'or demain. Et puis, donc, ce sujet d'externalisation, d'internalisation, c'est un point très, 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 très important. Et puis, la dernière chose peut-être que j'aurais voulu dire, c'est cette définition des ressources propres dans les établissements publics. Je crois qu'il y a parfois une définition trop restreinte de la ressource propre, où on dit « Ah, mais c'est le sujet de ceux qui font de la private, de l'événementiel, du mécénat et un peu de marque ». Et en fait... je crois que c'est une erreur relativement majeure qu'on commet tous depuis des années, puisque ce qui est la principale recette, c'est la billetterie. Et souvent, quand on parle de ressources propres et qu'on recrute des gens pour gagner des points de rentabilité, la billetterie n'est pas dans leur spectre. Ce qui me semble être quand même assez problématique quand on voit que, par exemple, à Chambord, plus de 70% de nos recettes viennent de la billetterie. C'est le visiteur qui nous fait vivre. Or, les gens qui consacrent 100% de leur énergie et de leur expertise à la ressource propre, ne traitent pas de la billetterie. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet assez paradoxal. Ouais. Et l'exploitation stratégique de la billetterie, je crois que la plupart des gens ne savent pas. C'est pas une pratique qui est très développée en France. Quand on voit par contre ce qui se passe aux États-Unis ou même au Québec, ce qu'ils arrivent à faire, c'est-à-dire à exploiter très habilement la data pour développer des programmes, des envies, des programmes d'adhésion. Et c'est poussé à un tel point qu'en fait, aujourd'hui, ils arrivent à multiplier par 2, voire 3 les recettes de billetterie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un véritable pilotage stratégique. Et c'est vrai que, je rejoins tout à fait ton point de vue, c'est souvent un petit peu mis de côté. Bon, on a encore une vision de la billetterie qui est sur une autre, sous l'angle du développement des publics, qui est aussi une très bonne chose. Mais c'est face aux enjeux qui sont en ce moment, je pense qu'il faut repenser en effet cette... En fait, la richesse, elle est sous nos yeux, dans nos dossiers, dans nos datas, etc. Effectivement, plutôt que d'aller chercher un partenariat avec une licence qui va vous rapporter quelques dizaines de milliers d'euros, qui va être très, très chronophage et qui va vous demander beaucoup de temps et d'argent, effectivement, de travailler sur les données qu'on a déjà, ça me semble très, très important et très intéressant. Et puis, il y a un dernier point, donc c'était l'avant-dernier, je disais que c'est le dernier, mais pas tout à fait, c'est l'identité du lieu, l'identité de la structure, l'identité du musée. Quand on parlait de se distinguer, effectivement, tous les grands groupes reçoivent des demandes de mécénat au quotidien. On est tous, mais il y a quelque chose qui est parfois aussi mis de côté quand on a des stratégies de développement et qu'on veut développer ses ressources, c'est qu'on oublie de travailler sur l'identité propre du lieu dont vous avez la charge et de creuser vraiment l'identité, de savoir ce qui vous singularise, ce qui vous distingue. C'est très important. Quand tu parlais une forme de concurrence avec le champ social et les grandes œuvres, il se trouve que il faut surtout pas s'opposer à ces grandes œuvres et aussi se rappeler que quand on travaille pour un lieu culturel, on a quelque chose que personne ne peut vous enlever, qui n'est pas reproductible. C'est dans le grand champ international aujourd'hui, les lieux culturels français ont une force, une image qui est extrêmement forte, extrêmement importante. Et dans le champ du mécénat, quand vous avez un mécène qui vous fait un don et que vous l'invitez à une visite privée le soir, à la nuit tombée du lieu dont vous avez la charge, c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever et pour lequel vous vous distinguez nécessairement d'un autre lieu ou d'un autre sujet qui demande à être financé. Merci beaucoup. Alors, juste pour revenir sur le fameux plan de développement, si tu devais nous résumer très rapidement les grands axes qui seront mis en avant à l'avenir, ce sur quoi vous allez capitaliser pour peut-être ouvrir de nouveaux champs de ressources.
Alors en plus, je crois que c'est assez réplicable. Hein. C'est 3 angles qui sont extrêmement simples. Tout le monde est en train de noter. Le premier angle, c'est travailler sur effectivement en fait, le fait de faire venir le visiteur, donc c'est-à-dire gagner en volume. Donc ça veut dire développer la fréquentation au niveau international, national, avec différents cercles concentriques en partant du plus proche pour aller vers le plus loin et en travaillant sur des marchés précis pendant plusieurs années. Parce que ça, on le voit aussi beaucoup dans le paysage touristique et culturel. On travaille le Japon pendant 1 an parce qu'il y a un projet avec la France et puis 2 ans après, on se met à travailler la Corée. Bon, nous, aujourd'hui, on va essayer d'être très, très structuré, de travailler sur le temps long certains marchés touristiques à l'international. Le deuxième axe pour ça, c'est aussi la digitalisation. Donc, dans ce grand axe, en grand 1, c'est 1, la fréquentation, donc c'est-à-dire l'attractivité, le rayonnement, et 2, la digitalisation. On a un vrai sujet, notamment à Chambord. On a à peu près 35% de ventes en ligne de nos billets aujourd'hui, ce qui est très faible pour un lieu de notre notoriété. Donc on a un vrai sujet, et c'est évidemment le sujet de la data. C'est-à-dire que moi, j'aimerais un jour que chaque visiteur qui rentre à Chambord puisse laisser son adresse email pour être recontacté, pour recevoir des nouvelles et pour avoir envie de revenir. Et puis peut-être pour devenir mécène, ce que font les grands musées américains. Ils commencent la première carte d'abonnement pour les enfants moins de 10 ans. Et puis à la fin de leur vie, ils font un don. Voilà, et pendant toute leur vie, ils sont accompagnés. Ou un LEG. Alors le LEG, nous, c'est on a un fonds de dotation aussi qui est hébergé à la Banque Transatlantique, qui récolte les legs. Je ne vais pas développer tout ça. Donc premier axe, c'est ça. Deuxième axe, une fois que le visiteur est sur place, c'est développer le panier moyen de façon très claire en disant on assume que la personne qui vient à Chambord, le fait de passer dans la boutique, ça fait partie de la visite. C'est d'ailleurs, on regarde toutes les statistiques, mon équipe m'a envoyé ce matin, ce qui s'est dit ce matin au CITEM, sur le fait que les gens sont demandeurs d'avoir une gamme de services de qualité quand ils arrivent dans un lieu culturel. Ça va du restaurant à la boutique en passant par la location d'un vélo, que sais-je encore, mais de travailler vraiment sur l'expérience, c'est vraiment un mot qu'on emploie à tort et à travers depuis des années, mais pour que ce soit quelque chose de complet. Donc, une fois qu'il est là, développer le panier moyen, et ça va du parking jusqu'à la fin. Même si je dois dire que les toilettes sont gratuites, alors qu'il y a 15 ans à Chambord, il y avait une dame pipi et que les toilettes étaient payantes. Ça, nous avons quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a un moment, il faut quand même garder de la gratuité dans la culture. Et ça, les parkings, c'est intéressant. Alors évidemment, tout le monde n'a pas des grands parkings autour de son établissement, mais quand c'est le cas, j'avais échangé comme ça une fois avec l'aéroport, quand je travaillais au Musamen, l'aéroport de Marseille, pour voir un peu comment ils pilotaient toutes leurs concessions. Et j'ai découvert que le parking, c'est ce qui assurait 50% des recettes de l'aéroport. Donc voilà. Et nous, c'est énorme aussi à Chambord. Donc, c'est un sujet. Et en même temps, c'est des sujets sur lesquels il y a eu très peu d'investissement dans les dernières années. Donc, ce plan de développement, c'est aussi mon outil pour ensuite aller défendre des budgets qui vont pouvoir améliorer les équipements touristiques, améliorer le service et développer la qualité de service qu'on propose. Donc, deuxième axe, panier moyen. Et le troisième, c'est ce qui est le champ des ressources propres tel qu'on le traite habituellement, c'est-à-dire location d'espace événementiel, innovation numérique avec on va essayer de certainement créer un espace immersif à Chambord, de la vente d'expositions à l'international, etc. Et donc tout ce qu'on appelle généralement les ressources propres, c'est l'axe 3, et c'est l'axe en termes de volume et de chiffre d'affaires projeté qui est le moins important par rapport aux 2 autres. Voilà, donc en résumé, mais c'est un exercice qui est à la fois très intéressant et qu'on a travaillé pour qu'il soit très simple. On n'est pas parti dans des grandes inventions. On a vraiment essayé d'analyser. Il faut se mettre le nez dans les chiffres. Il faut vraiment prendre les tableaux, tout regarder, la fréquentation, d'où viennent les gens, qu'est-ce qu'ils dépensent, comment ça se fait. Et ce sont des réflexes qui sont tout à fait possibles quand on dirige un établissement culturel. Voilà. Moi, mon ambition et mon mantra depuis 15 ans, c'est de réconcilier les gardiens et les marchands du temple. Et je crois qu'on a tous le même objectif. Et il se trouve que ces 2 ambitions sont connexes et doivent être vécues et pensées de façon conjointe si on veut arriver à changer le paysage culturel et surtout à rester dans un environnement international complexe, à garder vraiment cette marque de la France. Merci beaucoup pour ce témoignage engagé. Alors donc on a pu grâce à vous 3 balayer beaucoup de champs de ressources propres. Donc vous voyez que c'est finalement assez encourageant parce que on voit qu'il y a encore énormément de possibilités. Alors évidemment il y a les ressources propres
plus traditionnels qu'on définit dans les musées, comme le mécénat, la privatisation, tout ce qui est exploitation du domaine, exploitation de la marque, qui sont souvent assez développés, peuvent être sans doute peuvent encore aller plus loin, mais on voit aussi que, à l'instar de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, il y a encore énormément de champs de ressources qui sont les plus évidents et qui méritent qu'on y passe plus de temps et qu'on analyse et qu'on développe plus ça, notamment toute l'exploitation billetterie data qui sont, on a des fréquentations qui sont tout à fait impressionnantes dans des grands établissements et qui pourraient être évidemment développer des ressources propres assez spectaculaires, de façon assez spectaculaire. Alors, est-ce que, tout d'abord, est-ce que vous avez d'autres réactions? Vous êtes entendus les uns les autres avant qu'on passe aux questions dans la salle? Non? Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a quelques questions dans la salle? Ah oui. Ah oui. Voilà. Super, merci. Merci. Bonjour et merci beaucoup pour ces interventions fort intéressantes. Moi, je me pose la question, étant un établissement où tout est gratuit, puisque municipal, et où on se pose la question d'aller sur, au moins faire payer certains services, d'autres on ne pourra pas, mais en tout cas en faire payer certains. Mais je me pose quand même la question face à tout ce qu'on entend par ailleurs sur les enjeux de la transition écologique, etc., sur notre rôle en tant que lieu culturel vers les publics éloignés, empêchés, et ce rôle vraiment capital dans le fait de les faire venir, justement, et ce paradoxe quand même qui est vraiment réel entre la ressource propre qui est, comme vous dites, si justement basée quand même initialement sur la billetterie et les services, et quand même offrir quelque chose pour que ces publics-là continuent de venir. Et pas tendre vers, on va dire, une culture de l'élitisme économique et pouvoir être un acteur majeur et rester un acteur majeur de la transition, quoi. Alors, j'y répondrai en une phrase. Nous, on est gratuit pour les moins de 25 ans. Donc, vous venez à Chambord, jusqu'à 26 ans, tout est gratuit. Donc, c'est important aussi d'avoir un travail assez fin et de ne pas se dire qu'on est dans une démarche d'économie à tout crin. Enfin, c'est vraiment évidemment pas le cas. On est un établissement public culturel de l'État. Donc, on a des missions de service public qui sont... la première, c'est d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs. On a aussi une politique très importante d'accueil du champ scolaire, qui évidemment qui n'a aucun objectif de rentabilité. Donc il faut bien distinguer les choses, évidemment. Il faut surtout ne pas vouloir faire du business à tout prix. C'est à l'opposé de ce qu'on travaille. Donc effectivement. Mais quand la problématique que vous développez, enfin que vous rencontrez là, effectivement assez particulière, et donc là pousse à s'intéresser à du mécénat et des partenariats avec des entreprises locales, ce qu'Adrien avait développé au MUSEM en travaillant sur un club d'entreprises locales qui vont soutenir un musée qui est par essence gratuit. Donc là, effectivement, c'est une autre démarche compte tenu de votre contexte. Oui, pour compléter, je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, on peut avoir là aussi des mécènes qui sont intéressés pour porter des missions d'éducation artistique et culturelle, pour faire venir des publics empêchés. Et ça peut être un bon moyen, finalement, d'avoir des projets qui peuvent trouver un intérêt à ce niveau-là. Ouais. Merci beaucoup. Une autre question Bonjour, ma question s'adresse à Cécilie Hub, mais aussi aux autres, concernant l'externalisation des licences de marque. Pourquoi, comment et quels sont les résultats? Alors, ce n'est pas encore fait, en fait. Mais on y travaille, mais comme on vient de prendre la décision. Et il se trouve que... Je crois qu'il faut d'abord apprendre, il faut d'abord connaître parfaitement l'image et du lieu qu'on porte. Mais il se trouve que la licence de marque, c'est un sujet qui demande beaucoup de temps. Il faut aller rencontrer les entreprises, il faut les identifier. Et puis, il faut aussi se mettre sur un... Le premier conseil que j'aurais donné, avant de l'externaliser, pendant 10 ans, on l'a géré nous-mêmes, c'est d'être sur des partenariats avec des lieux qui ont une notoriété équivalente à la vôtre. Ça, c'est déjà un point très important, pour en avoir parlé avec pas mal de collègues et d'homologues dans les établissements publics. Et nous, on a commencé avec des tout petits partenaires. Donc après, tout était très artisanal. Bon,
Voilà, donc même notoriété, déjà, c'est plus facile. Ensuite, il faut déjà rédiger tous les contrats. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un accompagnement juridique qui soit exemplaire et irréprochable. Il faut avoir une équipe qui vous suit aussi, qui suit le dépôt de vos marques. Si vous avez une marque importante, pour être sûr que les dépôts ne soient pas faits contre eux. Voilà, donc il y a un sujet juridique très important. Il y a un sujet commercial. Donc en fait, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Donc le fait de s'appuyer sur des experts qui sont des agents de licence, c'est quand même intéressant. Il y en a plusieurs qui travaillent, il y en a un certain nombre, et qui peuvent vous garantir des résultats. Mais il va sans dire que dans la mesure où vous vous faites accompagner, le résultat sera moins important puisque le partenaire va prendre une part du résultat. Donc, mais il se trouve que ça dépend de l'ambition que vous avez, mais la stratégie de marque, ça peut être aussi, ce qui est évoqué pour le Grand Palais, c'est du rayonnement aussi. Et le fait de faire vivre l'image d'un lieu. Et donc il faut mettre le curseur. Est-ce que c'est du rayonnement ou est-ce que c'est de la rentabilité? Et là, voilà. C'est même du rayonnement surtout, presque, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai que tous les retours sur les exploitations de marques sont... on demandera aussi à Nathalie, mais c'est très rarement quelque chose qui va générer... Enfin, le ratio temps passé dessus, retour financier, ce qu'on a, en général, c'est Ou alors c'est sur du temps très long, c'est des collections qui vont rester pendant des années. Donc là, ça peut marcher, mais il faut que ce soit de la grande. En fait, le problème de la licence de marque, c'est qu'on le vise souvent comme étant avec une marque exemplaire qui fait du cousu main avec quelques produits. Or, la licence de marque, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que ce soit de la grande quantité. Donc, par exemple, moi, il y a des années, je m'étais dit, on va faire un partenariat avec Carrefour et on va mettre un peignoir Chambord en tête de gondole. Voilà. Si on veut que ça fonctionne, c'est un petit peu caricatural volontairement ce que je vous dis, mais si on veut que la licence de marque fonctionne, c'est ça. Si vous faites un partenariat avec Hermès qui fait 3000 foulards, sachant que vous allez prendre 10% des 3000 foulards, je vous laisse faire le calcul, ça ne va pas aller très loin. En fait. Donc et là, c'est des partenariats de marque qui sont des partenariats d'image, qui sont très très importants pour valoriser une structure culturelle et porter vraiment votre nom et votre image. Si l'objectif de la marque, c'est de dégager de la recette, effectivement, il faut quand même partir sur de la grosse cavalerie. Est-ce qu'on en a envie ou pas? Ça n'est pas certain. Et c'est très plaisant. Moi, j'ai fait des patogas Mucem, je trouvais ça très drôle. Je me souviens de ces patogas Mucem. Je ne sais pas si vous voulez. D'autres. Ah, on en a quelques-unes là-bas. Merci, Maxime. Bonjour, merci beaucoup encore de toutes vos interventions. J'avais une question plutôt à vous trois, que ce soit à Fabre, ou à la RMN, ou à Chambord. Vous parlez de partenariat, de ces liens avec tout ce mécénat envers les entreprises. Est-ce que vous appliquez, comment vous assurez des objectifs en commun que vous avez, de valeurs communes? Est-ce que, par exemple, on a eu une intervention avant sur l'écologie. Est-ce que vous avez mis en place des rencontres, peut-être même une charte de déontologie pour un peu filtrer, on va dire, tous ces mécènes? Qui peut répondre? On a une charte de mécénat et généralement, il y a un travail de prospection qui fait que là aussi on va vers on prospecte et on va vers des mécènes avec lesquels on sait qu'il va y avoir une alchimie, qu'il peut y avoir une histoire à raconter. Je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où eux-mêmes ils cherchent du sens dans leur présence à nos côtés et nous aussi. Donc après, on le développe là aussi avec eux et eux-mêmes viennent en fait avec des demandes. Hein. Nous, on a eu un mécénat. En fait, on a mis en place un éclairage scénique dans la nef du Grand Palais. Et le mécène nous a demandé des engagements de biodiversité. Donc eux-mêmes nous ont poussés sur ces sujets-là. Et je pense que nous, de notre côté, on a aussi des idées de sujets autour des enjeux sociaux et sociétaux qu'on pourrait là aussi porter et présenter comme projet à des mécènes, en fait. Oui, nous aussi, on a une charte de mécénat et on ne s'interdit pas de... Mais ça ne nous est jamais arrivé de refuser un mécène, soyons quand même assez clairs. Hein. C'est-à-dire qu'on est tous en train de rechercher du mécénat. Donc, effectivement, il y a une charte avec un certain nombre de critères. Mais moi, à ma connaissance, on n'a jamais refusé de mécénat. Oui, j'ai une question pour le château de Chambord. Est-ce que vous avez d'ores et déjà mis en place la tarification différenciée pour les non-européens ? Et si oui, avez-vous un premier retour à communiquer? La réponse est oui, puisque nous avons été assez
téméraire pour dire qu'en plus, on était volontaire dans le fait de faire une expérimentation cette année. On a commencé en janvier avec un tarif à plus 10 € pour les hors européens. Donc on est quand même à 31 € contre 21 € pour les européens. Donc c'est quand même une différence assez majeure. Dans 90% des cas, ça se passe très bien. Et il y a 10% de difficultés quand même. Donc on est en train de travailler sur l'affichage et on se pose la question aussi de faire une tarification différenciée qui soit plus large et moins importante pour les groupes, tout ce qui est professionnel. Le plus complexe à gérer, c'est avec tous les contrats que vous avez avec les revendeurs, les opérateurs de tourisme, les grandes agences de voyage qui vous disent que je constitue des groupes, comment je peux contrôler les nationalités de tous les groupes. Voilà. Donc il y a énormément il y a quand même des sujets complexes à résoudre. Ça se passe relativement bien, mais c'est quand même un sujet qui est complexe. Donc on n'a pas encore, c'est encore trop court pour vous livrer un retour sur cette expérimentation. À la fin de la saison touristique, on se mettra autour de la table avec le Louvre, Versailles, l'Opéra et le CMN, qui sont les autres qui ont testé, et on en tirera les conclusions. Merci. Une autre question? Ah, je crois qu'il y a des... Voilà. Ah, aussi. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais une question, moi, donc, à l'ensemble d'entre vous, sur notamment la création de partenariats, et en particulier dans le cadre de projets de recherche. Donc ma question, elle va peut-être être très intéressée parce que j'ai moi-même en fait récemment rejoint un consortium de recherche qui s'appelle Sphinx, qui aborde la question des sciences du patrimoine. Et en fait, je voulais savoir, dans justement la création de partenariats entre des équipes de recherche et des acteurs du musée, quels éléments de réflexion un peu on pourrait anticiper avant cette prise de contact pour faciliter justement la création de partenariats potentiellement qui pourraient amener par exemple sur la question du financement, parce que c'est des projets de recherche qui sont financés du coup, du financement d'actions ou alors du cofinancement d'actions ambitieuses que des musées ou des équipes de recherche ne pourraient pas se permettre toutes seules. Donc voilà, est-ce que vous auriez du coup des recommandations sur des choses à préparer avant d'initier ce genre de prise de contact? Proposer d'offrir quelque chose, proposer de faire une étude de cas. Arriver en offrant quelque chose. Sinon, ça ne marchera pas. Donc un exemple, enfin, je veux dire un exemple par exemple, genre détailler un peu par exemple des collections qu'on va essayer de mettre en avant ou même des ambitions de valorisation, de médiation. Je pense que si vous visez un lieu ou un autre en particulier, il faut effectivement travailler sur une étude de cas en particulier, sur un sujet qui peut intéresser le lieu et sur lequel évidemment qui va vous intéresser aussi, mais peut-être en arrivant avec déjà quelque chose d'un tout petit peu abouti, avec 2 pages de réflexion pour montrer que vous avez compris les enjeux et que une forme d'enthousiasme et de générosité, on va dire, dans l'approche. Merci. Moi, j'avais une question. Vous évoquiez donc le sujet de la billetterie comme ressource quand même assez principale sur la data. Est-ce que pour chacun de vos établissements, vous pourriez nous dire un petit peu si vous commencez déjà à les exploiter, notamment parce qu'elles représentent donc effectivement des mines d'informations qui permettent de mieux segmenter le visitorat et d'adapter les tarifs finement et les différentes offres? Alors nous, on a, contrairement à Chambord, on a un taux de vente en ligne qui est important déjà. Je pense que voilà, donc on a de la donnée sur ces éléments-là. On fait pas mal de mails avant visite et des mails post-visite pour également recueillir l'avis des publics après leur passage. Et puis on a aussi une carte d'abonnement. On a un pass Grand Palais, donc là dans lequel on a aussi un vivier en fait d'adresses et de visiteurs importants. Et donc, c'est une cible qu'on travaille en fait derrière avec un outil de CRM. Donc ça, oui, on le pratique déjà. Oui. Nous, on veut faire comme le Grand Palais, mais on n'y est pas encore. C'est un chantier. Et nous, côté Musée Fabre, on a aussi évidemment des newsletters cibles en fonction de la nature de nos publics et qu'on contient informer de notre actualité régulièrement. CRM, c'est quand même le premier sujet, je crois. C'est d'avoir effectivement un outil de gestion de vos données contacts. C'est quand même le premier sujet. On a mis ça en place il y a 2 ans seulement. Et je pense qu'on a perdu quelques années. On aurait gagné beaucoup à le mettre en place plus tôt. Là, on avait à peu près
une petite centaine de fichiers Excel qui se promenaient dans toutes les équipes. Et je ne parle pas de la RGPD, parce qu'alors là, avec tous les fichiers Excel qui se promenaient, voilà. Donc je pense que c'est un sujet très très important sur lequel il faut se battre pour avoir des budgets, parce que c'est un sujet majeur. Et moi qui travaille pour quelques festivals, on travaille, enfin c'est la base où il y a des temps de vente très courts et on doit développer le mécénat individuel et on doit développer le leg et on doit développer tout ça. Dans le spectacle vivant, enfin, en tout cas, on se base énormément sur les analyses de data, on fait que ça, quoi. Et pour compléter peut-être tout l'enjeu qu'on a eu aussi autour de la réouverture du Grand Palais, où on avait une nouvelle billetterie, un nouveau site internet, c'est de travailler ce parcours client et comment faire que ce parcours client qui va rentrer par son téléphone, par une application, par un site internet, comment on le rend le plus facile, le plus rapide et le plus fluide pour qu'il arrive jusqu'à la validation de son billet. Donc ça, c'est important. Sachant que le public est de plus en plus exigeant puisqu'ils ont l'habitude que ça soit de plus en plus rapide partout et de plus en plus fluide. Donc si le monde de la culture et le monde de la culture, et notamment les grandes institutions, ne suivent pas, c'est de plus en plus problématique. Oui, le samedi, on est en concurrence, nous, avec des grands magasins suédois et puis avec des grands magasins sportifs aussi. Où quand on arrive, il y a des gens qui prennent vos enfants, qui les emmènent dans des piscines de balle. Je suis allée où samedi ? Je suis allée dans ce magasin, je ne suis pas venue à Chambord. Et quand on arrive, c'est dans ces grandes enseignes sportives où on jette les produits dans un bac, ça vous sort le ticket. Et que moi, je vois nos petites dames hier qui étaient en train d'essayer de prédécouper les tickets cartonnés qui n'arrivaient pas à se découper. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose quand même encore à faire. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? On finit 5 minutes avant, c'est pas trop grave. Bon, si vous avez des questions que vous ne voulez pas poser devant tout le monde, je pense que nos intervenants et moi-même serons encore là quelques minutes. En tout cas, merci infiniment à vous tous pour votre attention et votre écoute. Et je crois qu'on peut applaudir en effet nos intervenants. Merci Adrien.